Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller où ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Tiffaine Auzière. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. Alors, je vous reçois ce soir pour votre premier roman qui s'appelle Assise, le voilà, pardon. Il est sorti le 6 mars dernier aux éditions Stock. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui sont en train de nous regarder, qui peuvent vous poser toutes les questions qu'ils veulent par l'intermédiaire de l'onglet soit converser, soit en commentaire directement sous la vidéo. Et Frédéric de Gelt se fera un plaisir de venir vous les poser à la fin de la rencontre. Alors, moi, j'ai une affection particulière pour les primo-romanciers. Vous m'avez attrapé avec ce livre, vraiment, une pépite. Est-ce que vous pouvez me le résumer en une minute, Stéphane, ce livre? Alors, je vais essayer. Disons que l'idée dans ce livre, c'était de suivre différents personnages qu'on retrouve en accompagnant une avocate tout au long du roman. Et on rencontre tantôt des victimes, tantôt des accusés. Et l'idée, c'était de comprendre pourquoi il y a des dessins qui basculent, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve un jour devant un tribunal, comment on y fait face, comment le lien se crée aussi entre l'avocat et le client, et puis comment on en sort surtout aussi. Le résumé me convient. Bon exercice, on n'en a pas trop dit, parce qu'il ne faut pas trop révéler de choses, mais il va être question quand même de résilience, il va être question d'emprise, de violence faite aux femmes, d'amour, quelque part, de liberté. Vous nous faites une véritable radioscopie de la justice. Votre point commun, c'est votre métier. Et moi, j'ai envie de savoir quelle a été la bascule pour quand est-ce que vous avez décidé d'écrire un roman? Ça a été quoi le déclic? Alors, je crois que j'ai toujours aimé écrire, en tout cas d'aussi loin que je m'en souvienne. Maintenant, le passage à l'acte, il m'a fallu un petit peu de temps pour le mûrir et j'ai été extrêmement touchée comme jeune avocate par un certain nombre de dossiers que j'ai eu à traiter, de personnes qui m'ont énormément émue dans leur parcours, dans leur réaction, dans leur vulnérabilité et dans leur manière de se relever aussi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire. Et puis aussi parfois parce que la justice, à certains moments, je comprenais légalement les décisions en tant qu'avocate, juridiquement, mais elle m'interrogeait. Et j'ai eu envie d'écrire autrement la justice, et c'est ça finalement qui a été le déclic pour l'écriture de ce livre. C'est vertigineux d'écrire son premier roman. Alors, au départ, comme je m'étais mis aucun objectif, aucune pression, et que je ne savais pas si le texte sortirait un jour de ma tête, puis de mon ordinateur, ça m'a permis de faire assez abstraction de ça. Et j'allais dire, le vertige, c'est plus une fois qu'il est terminé et que il y a un premier regard extérieur et que les gens vous disent, on y va. Là, ça devient un peu plus vertigineux. Ça fait peur, beaucoup ou pas? Plus que d'aller dans une cour d'assises? Alors, Non. je dirais pas que ça fait peur, je dirais que c'est exaltant. Moi, j'avais vraiment hâte d'avoir un échange et un retour des lecteurs. C'est quelque chose à la fois que j'appréhendais et donc j'avais envie, voilà, de voir comment ils allaient s'approprier ces différents personnages, pourquoi. Et je suis toujours fascinée par la manière dont ils m'expliquent pourquoi ils sont touchés par un tel ou un tel et comment ils perçoivent les histoires, comment ils imaginent la suite aussi, et de voir que parfois bah vraiment, ils se les sont appropriés et que ce que j'avais écrit, c'est pas forcément tout à fait la manière dont ils les perçoivent. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant. Moi, il y a un mot qui est ressorti tout de suite très très vite, c'est le mot humanité. Parce que la justice, finalement, vous faites un focus sur l'humanité de la justice, et ça c'est très important. Alors il y a des passages qui sont très sombres, mais alors il y a un mot une expression que j'ai déjà utilisée, c'est le sombre lumineux. Vous, vous excellez dans le sombre lumineux. Parce que même s'il y a des choses qui sont dures, ce qui se passe avec vos deux. Alors, il y a l'héroïne principale qui est le maître Diane de Laurel, mais il y a aussi deux clientes. Donc, il y a Jeanne, c'est une petite fille, et il y a aussi Laura. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de lumière dans ce livre. C'était important pour vous? Oui, je crois que vous avez saisi effectivement l'essence. J'avais envie de travailler sur le clair-obscur, sur la nuance, parce que je trouve que la manière dont on perçoit les décisions de justice de l'extérieur, c'est souvent très catégorique. C'est trop sévère, c'est trop laxiste, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Donc il fallait mettre de la nuance, il fallait mettre des victimes, il fallait mettre des auteurs. Et les sujets sont graves, c'est des sujets de société importants, ce que vous dites. C'est une petite fille qui est victime d'inceste, une femme qui tue son conjoint violent. Enfin, voilà, et plus d'autres histoires sur l'emprise, le harcèlement, etc., qui sont des sujets de prime abord où on pourrait se dire c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement plombant.
mais moi, ce que j'avais vraiment envie de passer à travers les personnages, c'est aussi ce message de résilience, parce que c'est ce qui m'a touchée chez les gens, et c'est cette lumière. Et de dire que voilà, eh ben, il y a des passages dans une existence, dans une vie, dans un tribunal, bah, qui alternent cette clarté et cette obscurité. Et l'idée, c'était de tirer vers l'humanité, vers la clarté. Ouais. Alors, il y a beaucoup de femmes dans votre roman, mais il y a un homme. Un homme qui s'appelle César, pardon, Host. Vous l'avez choisi le nom pour son anagramme ou pas du tout? Alors, de vous à moi, j'ai un penchant pour les prénoms d'empereurs. J'aime beaucoup les prénoms d'empereurs et donc César est venu comme ça. Et, euh, et j'ai choisi son nom parce que euh, pour moi, il incarnait la grandeur, parce que César représente la loi, César c'est le procureur. Et puis il va représenter quelque chose pour l'avocate. Et donc c'est comme ça finalement que j'ai fait le choix de son nom. Moi, je parle de son nom de famille. Host. Vous l'avez l'anagramme de Host? On est d'accord. On le donne à tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas très forts. Mais tout de suite, moi je l'ai vu, je dis So. Alors pourquoi So? J'ai cherché. Après, il y a Os aussi. Est-ce que c'est un os? Il va être un peu un os hein, pour votre héroïne aussi, un petit peu ou pas. Donc lui, là, il est très important et il a un rôle précis. Et justement, moi, ce qui m'a interpellée interpellée et agréablement surprise, c'est la qualité littéraire que j'ai trouvée au fil du roman et particulièrement, puisqu'il y a. On va parler d'amour, il y a une histoire d'amour qui va se tramer. Et il y a une correspondance. Vous avez choisi d'utiliser l'épistolaire voilà, là-dessus. Et là, il y a une qualité littéraire plus, plus, plus. Pourquoi avez-vous voulu choisir ce style littéraire, épistolaire pour cette histoire d'amour? Alors, ça, c'est très amusant que vous me posiez la question parce qu'on ne me l'a jamais posée et ça a été d'ailleurs un gros sujet avec l'éditeur parce que moi, j'avais envie d'être encore plus parfois dans l'épistolaire, dans cette relation entre eux et lui avait plus tendance à me freiner là-dessus. Euh, J'avais envie de, pour moi, ce qui était important sur le roman, c'est voilà, ce que j'explique, c'est des histoires qui basculent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y a un événement de la vie qui vous percute, vous, moi, tout le monde, qui fait qu'on se retrouve devant un tribunal. Et pour moi, c'était important que l'avocate soit sur le même plan que les autres personnages. Donc, elle n'allait pas être percutée et se retrouver devant un tribunal poursuivie pour quelque chose. Et donc, il fallait que ce soit une rencontre. C'était cette rencontre. Mais j'avais besoin qu'elle se remettre en question et en cause de la même manière qu'elle va remettre en cause ses clients pour les forcer à avancer, à la fois dans les procédures et dans la vie. Et donc, il fallait qu'il y ait cette rencontre dont on ne sait pas qu'elle va, ce qu'elle va devenir, parce que la vie fait que chacun a sa propre vie, et donc voilà. Et j'avais une envie de cette, on parlait tout à l'heure du clair-obscur, de cette distance rapprochement, et pour ça, il fallait créer une tension, et je trouve que l'épistolaire répond très bien à ça, où en plus, ces deux amoureux, des bons mots, lui en tant que procureur, elle en tant qu'avocate, et donc il fallait qu'il y ait ces jeux autour du verbe. Moi, je trouve que ça apportait beaucoup au roman. Puis ça a aussi introduit l'art du compromis, parce qu'entre eux, il est aussi question de compromis. On va pas tout raconter, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir donc une partie très entre guillemets juridique où on va suivre quand même deux histoires en parallèle. On va y revenir, et puis d'avoir un peu de légèreté, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre les deux personnages. Ils jouent un peu au chat à la souris, et puis l'arrivée de cette correspondance apporte vraiment et puis, alors, d'un point de vue littéraire, alors là, je me suis dit, vache, je le dis comme ça, mais c'est pas très classe, mais oui, j'ai dit, la vache. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui fait que déjà tout le roman est quand même d'une tenue littéraire qui est quand même de haute qualité, et là, on est quand même un cran au-dessus. Je me dis, c'est pas possible. Elle a déjà écrit des romans, c'est pas son premier roman. Donc, en tout cas, c'est très réussi. Je voulais aussi vous le dire Merci. ce soir. On va revenir sur, donc, on va suivre donc deux dossiers, si on peut appeler ça des dossiers. Le premier, c'est Jeanne, donc c'est une jeune. Elle a quel âge, Jeanne? Parce que je ne crois pas qu'on donne son âge. Si, si, si. En fait, Jeanne, quand il y a le démarrage, enfin, il y a les faits et il y a le moment où elle passe devant le tribunal. En résumé, parce que la période s'étend un petit peu, mais c'est, on va dire, une petite fille qui a une dizaine d'années et qui, malheureusement, a été victime d'inceste par son beau-père. Alors, comment on se met à écrire à hauteur d'une petite fille parce qu'elle a quand même, elle est incroyable, elle a un recul et une maturité qui est quand même incroyable. Et puis il y a aussi cette relation avec Maître Diane Delorel qui est quand même exceptionnelle. Moi, je pense que vous l'avez peut-être un peu vécu ça. Comment on se met à hauteur d'enfant pour écrire sur ça, sur l'inceste?
Alors, c'est marrant justement parce que vous parliez de la question de la maturité de cet enfant et il y a des gens qui l'ont lu qui m'ont dit, mais j'ai pas beaucoup entendu d'enfants parler de cette manière ou de telle manière à cet âge-là. Et ce à quoi je réponds, avez-vous côtoyé des enfants qui ont été victimes à cet âge-là? Parce que malheureusement pour ces enfants-là, on gagne une maturité qu'ils ne souhaitent pas et qu'ils ne veulent pas et qu'on ne leur souhaite pas pour leur âge. Et pour avoir travaillé effectivement avec des enfants, j'ai toujours été extrêmement touchée, sensible à la manière dont ils abordent les procédures, à la manière dont ils doivent faire face à des obligations qui, nous, adultes, déjà nous dépassent. J'ai discuté la dernière fois avec un ami médecin légiste qui me disait, mais moi, à chaque fois que je vais à la cour d'assises, je suis pétée de trouille. Et je lui dis, et toi, tu es un professionnel et tu as un rapport entre les mains. Imagine un petit garçon de 8 ans qui va devant une barre qui est plus haute que lui. Et j'avais vraiment besoin, au travers de Jeanne, d'expliquer un petit peu, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est juridique, le livre. J'essaye d'avoir une restitution le plus juste possible de mon métier à la fois évidemment sur le juridique, mais sur l'ambiance d'un tribunal. Comment ça se passe, un rapport avec des juges, avec des jurés, avec des avocats, avec un client, pour essayer vraiment de restituer l'ambiance générale et que le lecteur vraiment soit plongé comme s'il était spectateur dans le tribunal, en fait. Et dans les rapports avec un enfant, comment on se met à la hauteur d'un enfant? Euh, on apprend chaque fois avec lui, chaque enfant est différent. Et je crois que la première clé déjà, c'est d'écoute. La deuxième, c'est l'empathie. Et, euh, et la troisième, c'est de se montrer à la hauteur de la confiance qu'il nous donne. Oui, parce que, alors j'ai dit juridique, c'est le fond, parce qu'il y a un procès, mais c'est très littéraire, hein, vous avez des descriptions, justement. Je pense que on a une mauvaise idée de ce qu'est la cour d'assises, et vous nous faites une explication très littéraire des lieux. Jurer, c'est pas facile, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on se retrouve là, on se dit c'est super, mais on est quand même percuté par des vies qu'on ne connaît pas, tout comme vous, quand vous êtes avocate et que vous avez quelqu'un qui arrive, vous connaissez pas le passé de cette personne-là, vous expliquez très bien ce que c'est, ce que ça représente. C'était important pour vous aussi de donner ces explications le plus possible, d'être le plus précise, comme si c'était un scalpel, un scanner en fait. Vous scannez tout ce qui se passe dans la salle. Bien sûr, parce que je trouve que les gens ont une vraie curiosité de la justice. On le voit d'ailleurs, il y a plein d'émissions sur les faits divers, etc. Mais la perception est assez éloignée, je trouve, de la pratique réelle de l'institution. Notamment parce que la manière dont on le retranscrit, c'est toujours des faits et des faits divers. Et moi, dans mon métier, en tout cas, c'est pas la justice que je pratique et que j'aime, je défends des hommes, des personnes. Et donc, c'est pour ça que c'est un roman, c'est pour ça que ce sont des personnages qui incarnent des histoires. Et j'avais envie de prendre le lecteur par la main et de lui dire, voilà comment ça se passe et voilà par quoi on peut être envahi comme doute quand on est avocat et qu'on rencontre un client pour la première fois et qu'on a 24, 48, 72 heures, selon le type d'infraction à garde à vue, pour pénétrer dans sa vie, son intimité. Il doit tout vous livrer parce que s'il veut qu'on le défende correctement, voilà, c'est les doutes qu'on peut avoir comme avocat. Est-ce que mon client est coupable? Est-ce qu'il est réellement coupable? Est-ce que les faits qu'on lui reproche, c'est la réalité ou pas? Et puis aussi que le lecteur aille dans le tribunal. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, mais je rêve d'être juré. Et puis en réalité, quand ils sont dans une cour d'assises, ils voient à quel point c'est extrêmement difficile d'être en charge de juger. Et donc, c'était d'amener le lecteur qui se dise finalement, ben, je suis dans le tribunal, je suis ces personnages, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Si j'étais cette petite fille, est-ce que j'aurais parlé? Si j'étais cette femme à ce moment-là, est-ce que j'aurais tué mon conjoint? Est-ce que j'aurais fait autrement? Si j'étais l'avocat, est-ce que je défendrais des victimes comme des accusés? Et si j'étais juré, comment je rendrais des décisions dans ces affaires-là sur lesquelles voilà, le lecteur a son avis à la fin du livre? Tout à l'heure, vous parliez d'être une petite fille qui était derrière la barre. C'est quoi être du bon côté de la barre, à votre avis? Est-ce qu'on est du bon ou du mauvais côté, suivant qu'on défend ou qu'on défend pas? Il Bah, y a un- alors, les gens vous répondront souvent que le bon côté de la barre, c'est du côté de la victime. Le mauvais côté de la barre, ben, c'est d'être du côté de l'accusé. Et justement, moi, la question que j'amène dans ce roman, c'est est-ce qu'il y a réellement un bon et un mauvais côté de la barre, notamment au travers du personnage de Laura, qui est donc cette femme qui a été victime de violence et qui devient bourreau en tuant son conjoint. Et la question, c'est est-ce qu'elle avait à ce moment-là une autre alternative? Nous, lecteurs, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Et si demain on devait la juger, est-ce qu'on estime que c'est un coupable, un bourreau? Est-ce qu'on estime que c'est une victime qui n'a pas été entendue? Quelle est la peine? Et voilà, c'est pour montrer ce qu'on disait tout à l'heure, cette ligne de crête
et que les choses sont beaucoup plus nuancées que ce qu'on peut penser et qu'on n'est pas dans un monde manichéen avec les bons et les méchants. Alors, vous avez deux personnages, donc on a dit Jeanne, la petite fille, et Laura, que vous venez d'évoquer, qui, normalement, sur le papier, sont opposées surtout, parce qu'il y en a une qui est jeune et l'autre qui est un peu plus âgée. Elles n'ont rien en commun, sauf que si, elles ont en commun des violences qui sont faites aux femmes. Est-ce que c'était important pour vous d'introduire ce sujet du moment, ou qui est là depuis un petit moment, puisque vous faites des références aussi à Jacqueline Sauvage dans votre livre? Est-ce que c'était important pour vous de faire le focus sur ce sujet-là? J'avais effectivement envie vraiment de parler de ce sujet-là parce que j'ai été extrêmement touchée, encore une fois, par des personnes dans des affaires dans lesquelles j'ai pu plaider ou auxquelles j'ai pu assister. Et j'ai été vraiment marquée, vraiment dans ma carrière, par des destins de femmes dont on se dit, elles pourraient avoir, la vie pourrait être brisée et elles s'en sortent. Et elles sont extraordinaires dans leur combat, dans leur résilience. Ça m'a toujours énormément touchée. Euh, j'ai été par la suite marraine de la plateforme Droit Direct, qui est une association qui travaille avec droit d'urgence pour les femmes victimes de violences. Et que ce soit les femmes ou les enfants, j'ai toujours été vraiment marquée par cette capacité à aller outre, à dépasser, à inventer une autre vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu effectivement envie de parler de ces sujets. Et après, au travers de réflexions en tant qu'avocate qui, moi, m'interpellent dans ma pratique sur est-ce que la réponse de la justice aujourd'hui est ou non adaptée sur certaines problématiques. Le recueil de la parole d'un enfant, je viens du barreau d'Outreau, plus gros scandale judiciaire. Le sujet de la parole de l'enfant et de la manière dont on accompagne un enfant est toujours pour moi d'actualité. À travers le cas de Laura, il y a la problématique de la longueur des procédures. C'est une femme qui a été victime, dont le conjoint n'est pas condamné, elle aurait pu se retrouver, c'est elle qui le tue, mais elle aurait pu mourir aussi. Ça aurait pu être un féminicide. Voilà, donc c'est aussi ces problématiques-là que j'avais envie de soulever sur des interrogations sur le système actuel et la réflexion sur les manières peut-être dont il peut être amélioré. Oui, elles sont intéressantes ces réflexions, je vais en dire quelques-unes. Il y a par exemple la liberté est un privilège qui n'appartient qu'à ceux qui savent la dompter. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi est-ce aux politiques de défaire ce que la justice a jugé? Donc il y a des réflexions comme ça sur la justice. Est-ce que c'est une question de réparation ou c'est juste des réflexions que vous aviez envie de mettre? Une question plus précise. Si vous aviez le pouvoir de changer des choses dans le système judiciaire actuel, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? À part, oui, là, on a compris la réduction de la Alors procédure. déjà, ça c'est énorme. La réduction des procédures, c'est vraiment un point, mais qui est pour moi absolument crucial. À travers le cas de la petite Jeanne, si vous avez un enfant qui a 7 ans et victime de faits criminels tels que l'inceste, et que le jugement est rendu à 12 ans, parce que entre les mises en examen, la durée de l'instruction, la cour d'assises, l'agencement, la deuxième, c'est assez abominable, parce qu'en fait, il a besoin, la décision, je vis avec un certain nombre de victimes, des décisions qui sont un point de départ vers vers une réparation, une reconstruction et un démarrage. Donc plus c'est long, et on imagine à l'échelle d'un enfant, plus ça empêche la personne d'avancer et de se reconstruire. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le point absolument central et crucial. Et après, dans les interrogations, effectivement, quand je parle aussi des violences sexuelles et du prix des violences sexuelles, je m'interroge sur le fait qu'on accorde à une victime, par exemple, de viol, effectivement, des dommages et intérêts en réparation, euh, et comment on peut arbitrairement décider d'une somme d'argent euh, pour un rapport qui n'est pas consentant. C'est philosophiquement parlant, voilà, j'avais un tas de questions comme ça qui effectivement m'interpellaient et j'avais envie de faire réfléchir effectivement le lecteur là-dessus. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la page 90, quand vous dites la présomption d'innocence accorde le droit de se taire aux accusés quand les victimes réclament le droit à la parole. Ça, j'ai trouvé. Il y a des réflexions il y a des. Oui, c'est ponctué de petites de réflexions philosophiques, de respiration avec la jeune Jeanne, parce que elle a des réparties aussi, Jeanne, puisqu'elle a une relation particulière avec son avocate, et elle dit, oh, il n'y a pas que le procès dans la vie. On se dit, mais comment cette petite fille qui a subi des horreurs peut avoir un détachement pareil? Vous mettez des petites respirations, vraiment, vraiment on passe un très bon moment de lecture. Moi, je voudrais qu'on revienne au titre, Assise. Alors, Assise, vous y répondez, on ne dira pas comment. Vous répondez à votre titre. Est-ce que vous pensez qu'on est assis, ça peut être aussi, on est assis
confortable pour mieux se relever après, ou on est assis sur nos préjugés. Il y a plein de possibilités à ce titre. C'est vous qui l'avez trouvé, le Oui. titre? C'est moi qui l'ai choisi, je l'ai choisi tout de suite. J'avais en tête le titre et la fin quand j'ai commencé à écrire. Et j'avais à tout prix envie de ça parce que assis, et, c'était un peu un point de départ. C'est-à-dire, on part, on est assis dans la vie, on est assis sur quelque chose, et puis ça bascule, les certitudes, la vie, le quotidien. Et l'idée, c'est comment on se met peut-être en mouvement, et puis évidemment les assises, la cour d'assises, puisque c'est un point central, voilà, dans le livre. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de jouer là-dessus. C'est presque un personnage, en fait, la cour d'assises dans votre roman, j'ai Ouais. envie de dire. C'est un personnage qui prend beaucoup de place. D'ailleurs, vous pensez que c'est une salle d'audience, c'est quoi? C'est un théâtre ou une arène, à votre avis? Ou les deux? Alors, j'essaye de trouver les mots le plus juste pour le dire. Euh, Ça pourrait être un peu de chaque. Ça pourrait être un théâtre pour quelqu'un qui arriverait de l'extérieur avec le décor, la scène, les costumes, les costumes de justice, la manière dont la prise de parole se fait, qui parfois peut être, on dit que les avocats aiment bien parler, écouter aussi et que ça peut être un petit peu théâtral. Euh, et puis pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, voilà, il peut y avoir un aspect avec des codes, on parle à certains moments, pas à d'autres, il y a des temps de respiration, de silence. Donc en ça pourrait être un théâtre. Une arène, assurément, je pense, pour les avocats qui sont un peu les gladiateurs qui, avec leur robe, vont défendre, donc doivent démontrer la réalité de leur thèse. Moi, je trouve en tout cas que c'est un lieu qui est un vrai témoin de la société. Je trouve, parce que on est tous à un moment ou à un autre dans notre vie confrontés à un tribunal. Ça peut être pour une séparation, ça pourrait être pour un trouble du voisinage, un licenciement, etc. Et je trouve que ça montre vraiment la société telle qu'elle est, telle qu'elle existe, dans sa diversité et dans ce qu'elle peut avoir de pire et de mieux aussi. Donc je trouve que c'est une belle, voilà, une belle image de la société. Et la robe d'avocat, c'est une armure ou c'est juste Oui, oui, sur oui, 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 je armure, hein? pense que, mais comme un médecin qui enfilera sa blouse, c'est c'est ce qui vous donne la force et c'est aussi parfois ce qui met la limite que vous devez vous imposer pour ne pas être impacté outre mesure, même si vous l'êtes nécessairement, et aussi être en capacité d'assurer la meilleure défense et de se protéger aussi. Dans le livre, quand César et Diane sont ensemble, ils font une lecture d'un livre. Il y a une référence qui est donnée, qui est le livre Plongée de Christophe Onodibio, qui, je pense que c'est pas anodin aussi, parce que quand on connaît le sujet du livre, où c'est l'histoire d'une femme qui a disparu, qu'on retrouve, et le mari qui reste avec son fils fait une enquête sur cette femme qu'il a aimée éperdument et qui se dit qu'il doit des réponses à son fils. Pourquoi ce titre-là, justement? Je me suis dit, alors, il y a un peu une corrélation parce que je viens de le dire, mais ça vous tenait à cœur, c'est un auteur que vous aimez bien? J'ai adoré ce livre. Mais alors, adoré, la manière dont il écrit sur l'amour, sur la puissance, euh, ce lien qui se crée totalement fou, totalement fusionnel, et puis cette difficulté de conserver l'amour, et puis avec cette femme qui petit à petit échappe, qui est extrêmement indépendante et qui fait ses choix. J'avais été vraiment très très touchée. Je trouvais ça magnifiquement écrit. Et j'ai eu envie effectivement de le mettre en référence dans mon livre. Je rappelle qu'il a été prix de l'Académie française en 2013, je crois, et le prix Renaudot des lycéens, il est disponible chez Folio. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu, parce qu'effectivement, mais ça colle très bien à vos deux personnages, en fait, qui aussi ont quand même, il y a une attraction, il y a je sais pas, on dirait qu'ils s'attirent et qu'ils se repoussent. C'est très spécial. On a envie un peu de les engueuler, nous, lecteurs, en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Je trouve que c'est très réussi là aussi. C'était le but voulu ou non? Alors, vraiment, au travers du livre, il y a deux choses. J'avais envie de parler des rencontres euh, dans la vie qu'on peut faire. Il y a, parce que je suis assez convaincue qu'il y a deux types de rencontres. Il y a celles qui nous subliment, qui nous grandissent et qui nous permettent d'être la meilleure version de nous-mêmes, et celles qui nous réduisent, qui nous amenuisent et qui nous amènent à faire des choses qu'on n'aurait même jamais pensé faire, ce qui est le cas de Laura. Et j'avais envie de décrypter l'amour dans ce qu'il peut avoir de plus beau
et de plus noir. Je pense aux questions de l'emprise, puisque on a, à travers du personnage de Laura, une femme meurtrière amoureuse. Euh, et pourquoi la déconstruction de la relation de couple qu'elle a eue avec David, avec cet homme. Et à l'inverse, César et Diane s'attirent et se repoussent parce que ils sont dans des situations de vie, ils ne sont pas libres. Et ils peuvent être extrêmement attirés l'un par l'autre, mais les complexités de la vie font que ils savent pas s'ils doivent ou s'ils ne doivent pas y aller, parce qu'il y a la notion de devoir, la notion d'envie, la notion de pouvoir. Et tous ces éléments mélangés, c'était un peu le sel d'un sentiment qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que l'envie, qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est un moteur à agir? Est-ce que c'est un moteur à changer? Et est-ce que de cette rencontre, Diane et César estiment sortir grandis, comme est-ce que Laura se rend compte qu'elle a été déconstruite? Ils vous ont posé des problèmes, ces personnes. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a plus embêté que l'autre? Ah, c'est une bonne question. Alors, je crois que peut-être, c'est pas forcément les personnages, même si euh, ça m'a pris plus de travail pour rentrer dans la tête de Laura. Parce que mon idée, c'était vraiment de faire rentrer le lecteur dans la tête de chacun des personnages, de s'attacher à leur psychologie, de comprendre comment ils fonctionnaient. Et notamment à travers Laura, il fallait que j'essaye de vivre et de faire transparaître la notion d'enfermement, puisqu'elle est en prison. Euh, donc, ayant la chance évidemment d'être libre, c'était pour moi là quelque chose dans le travail de vraiment amener ça, de le faire comprendre, qui était peut-être plus un travail. Mais après, non, sur les personnages, je dirais que c'était plutôt fluide. Ce qui était le plus dur pour moi, c'est les descriptions. Ah ouais. Je pense peut-être parce que des formations professionnelles, je vais assez droit au but. Dans l'écriture juridique, c'est une écriture assez chirurgicale. Donc, de prendre le temps ce qui était évident pour moi de le décrire, ça c'était peut-être plus long. Et puis aussi les paysages de la Côte d'Opale, parce que c'est un lieu que j'adore, qu'on découvre tout au long On y du... est, hein. On y est totalement, Voilà, hein. On on sent est le dedans. vent, on sent les odeurs, les embruns, on y est, hein. Là, ne vous inquiétez pas là-dessus, on y est vraiment, hein. C'est réussi. Voilà. Mais ça, c'était dur parce que c'est un paysage qui me procure des émotions extrêmement fortes. Et j'avais toujours le sentiment dans mes descriptions d'être en deçà de la réalité et de la force et de la puissance de ce territoire et de ces paysages. Non, justement, quand on passe presque un huis clos de cette salle d'audience assez grande, on prend l'air. Nous aussi, ça nous fait un bien fou, hein, de se balader avec eux. Là, on respire, on se dit, ah, on passe de l'intérieur à l'extérieur. Dans tout ça, je trouve que les explorations des émotions psychologiques et émotionnelles de vos personnages sont très, très bien décrites. Là, n'ayez aucune inquiétude là-dessus. C'est, c'est bien restitué. J'avais une question, il y a une question qui vient d'arriver et je l'ai perdue. Je vais la retrouver. En tout cas, oui, voilà, c'est ça. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il a de vous, César? Parce que bon, Diane, ça serait trop facile, mais César, il a quoi de vous? Voilà, c'est marrant parce que souvent on pense effectivement, on me demande beaucoup ce que Diane a de moi. Non, c'est trop facile, ça. Et en fait, petite confession, je crois que César a beaucoup plus de moi que Diane. Parce que Ben les oui, gens voient pour ça, je vous beaucoup, la pose la question. les Parce gens que moi, voient je l'ai beaucoup Diane. senti. Voient beaucoup Diane. J'aime beaucoup César parce que César, c'est quelqu'un qu'on découvre au travers du livre. J'avais envie, parce que dans le roman, il y a des hommes, euh, euh, un qui est responsable d'un inceste, l'autre qui est mort et qui a été violent, et j'avais envie du contrepoids. Et j'avais envie que César représente une autre idée de la masculinité. Euh, alors, il a au départ ses certitudes, c'est un bon élève, euh, mais il accepte d'être remis en cause, il accepte d'évoluer, de réfléchir, de s'adapter, et c'est quelqu'un qui reste au départ, en tout cas au départ, on se demande s'il n'est pas prisonnier de sa vie, et au final, c'est quelqu'un qui est assez libre d'esprit, de cœur, et j'avais vraiment envie, voilà, que ce soit un personnage masculin fort et Est-ce auquel on s'attache. Est-ce qu'il vous a amené là où vous vouliez pas aller, au final?
Est-ce qu'il vous a fait changer, ouais, c'est ça, est-ce qu'il vous a fait changer de un peu l'écriture, le scénario, est-ce qu'il vous a bousculé dans vos certitudes, de votre plan de travail, plus exactement? Alors, en tout cas, il a évolué quand j'ai écrit et réécrit. Il a évolué. Donc, on a évolué sans doute ensemble. On a sans doute grandi tous les deux ensemble, Et comment ça s'est passé le travail avec l'éditeur? Parce que c'était la première fois que vous travaillez avec un éditeur, ça se passe comment? bien sûr. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'en ai rencontré qu'un, donc les éditions Stock, et en l'occurrence Manuel Carcassonne, qui a beaucoup aimé. Quand je suis allée le voir, le projet était fait, hein, c'est-à-dire que tout était écrit. Il a beaucoup aimé. Il m'a juste dit, maintenant, il y a des choses qui doivent se retravailler parce que dans un roman, on doit développer certaines choses, réfléchir à d'autres, etc. Et ça a été vraiment une rencontre vraiment intéressante pour moi et très challengeante parce que j'ai été totalement libre dans mon écriture et dans mes réflexions, mais il me poussait sur certaines choses en me disant, mais pourquoi ça et là et ça et qu'est-ce que vous avez voulu dire et pourquoi c'était comme ça me passionne, mais j'en veux plus. Et donc ça m'a amené à dépasser encore certaines choses, à aller plus loin, à creuser certaines problématiques, voilà. Et ça, du coup, c'était vraiment challengeant et super intéressant. Vous avez appris des choses sur vous en Ouais. écrivant ce livre? Ah, sur moi. Euh, Oui, 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 je pense que déjà ça m'a montré que, mais je pense comme un peu, je sais pas, vous recevez plus souvent que moi des gens qui ont écrit un premier roman, mais je crois qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur au démarrage, quand c'est pas son métier. Ce que je veux dire, demain je vais dans un tribunal, j'ai pas cette inquiétude, j'ai fait mes études, j'ai passé un concours, j'ai travaillé, etc. Écrire. euh, Au départ, j'étais pas prédisposée voilà, à ça. Et en tout cas, je pense que ce que j'ai appris, mais parce que si c'était quelque chose d'important pour moi vis-à-vis de mes enfants, euh, c'est cette capacité de faire abstraction de ça et de se dire, OK, c'est pas mon métier de départ, je l'ai pas fait, maintenant j'ai envie de le faire, je vais jusqu'au bout, j'écris, je rencontre des professionnels et on décide, on verra bien, mais on va jusqu'au bout, même si c'est pas quelque chose pour lequel j'ai fait une école, j'ai obtenu un diplôme, voilà. Et ça m'a montré que là-dessus, je pouvais le faire malgré tout, me donner le droit de le faire. Et ça, c'était là-dessus où ça a été un apprentissage. Et puis après aussi d'accepter le laisser, alors ce que j'appelle le laisser aller, le laisser partir. C'est-à-dire que d'accepter qu'il sorte de ma tête, de mon ordinateur, qu'il aille dans d'autres mains euh, et de plus avoir la maîtrise totale. Ouais. Vous allez continuer, rassurez-nous. Alors, j'adore écrire, donc ça, oui. Après, c'est quelque chose quand même. Alors, les rencontres lecteurs, c'est extraordinaire. La promotion, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est pas évident. Et puis, je suis toujours avocate. Oui. J'ai Alors un justement, conseil d'administration dans laquelle je suis au board et puis dans lequel je suis au board et j'ai mes deux petits-enfants. Donc, dès que je peux, j'écris. Maintenant, je sais que pour écrire mon moteur, le premier, j'étais sur quelque chose de juridique parce que j'avais besoin de parler de la justice, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle incarne et de ce que j'en espère en tant qu'avocat et citoyen. Euh, le prochain, ce serait en tout cas les sujets, forcément des sujets qui me touchent humainement et pareil, par des hasards de la vie, des personnes rencontrées, des choses qui font que j'ai envie d'écrire. Et par exemple, j'aime beaucoup les sujets liés à la fin de vie et à la quête des origines. Mais toujours sur le thème du roman, ça c'est sûr, pas de laisser. J'ai pas envie de scanner la société, d'être que sur de la question. J'ai besoin euh, pour faire passer les émotions que je ressens liées à ces thèmes-là, que ça soit incarné par des héros de romans et des personnages. vous avez mis combien de temps pour l'écrire, ce roman? À partir du moment où j'ai commencé jusqu'au moment où il a été remis pour la première fois à l'éditeur, il y a eu un an. Et vous avez trouvé le temps quand d'écrire quand on est avocate et qu'on a une vie de famille assez et qu'on fait du sport à côté en plus, parce que vous êtes une petite championne quand même. Comment on fait? On dort plus? On fait quoi? On Alors, écrit? la nuit, effectivement, est un très bon ami. Euh, la nuit, quand j'attends parfois au tribunal,
Et dans les transports, le train, j'adore le train. Et en vacances aussi. Pareil, dans des cadres. J'aime beaucoup écrire dans la nature. Voilà, la fait d'avoir de l'espace devant moi, de la vision, c'est, Et ça alors, m'intéresse. vous êtes agressif, vous changez de comportement quand vous écrivez? Parce que souvent, les auteurs disent, ah, mais moi, quand j'écris, il faut pas me parler, je n'existe plus pour ma famille, j'ai besoin d'être... parce que c'est un travail solitaire, quand même, l'écriture. Vous, c'est le cas ou pas, ou pas encore? C'est là où vous avez mis le doigt sur quelque chose qui plaît beaucoup à mes proches. Non, non, ouais, j'ai besoin d'être extrêmement concentrée, mais c'est aussi pour ça que j'aime le travail d'écriture, parce que c'est un des rares moments pendant lequel mon attention est exclusivement focus sur quelque chose. C'est-à-dire que j'ai tendance, un peu comme tout le monde, entre le téléphone, les 50 000 choses à faire qui sonnent, etc., à être un peu partout et en même temps. Et là, je ne suis que sur l'écriture. Et donc, effectivement, j'aime pas tellement être dérangée et j'ai besoin de temps long. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas limitée par le temps à partir du moment où je commence, parce que parfois, c'est pas facile de se mettre et de démarrer la page blanche. Mais une fois qu'on est parti, par contre, c'est très dur de s'arrêter aussi. On remercie, comme vous l'avez si bien écrit, la lumière de vos ténèbres qui vous ont permis d'écrire, elle est belle cette dédicace, d'écrire ce roman. On espère quand même qu'il y en aura plusieurs. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous attends sur le troisième, hein, donc d'ici. Mais déjà sur le second, j'ai envie de vous voir sur le second parce que vraiment là, il y a matière. Quand il est sorti le livre, vous êtes allé en librairie voir s'il était positionné dans les. Il était bien positionné, s'il était là pour se dire, il est vraiment, ça y est, il est sur les tables de librairie ou pas du Non, tout? non, 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 je l'ai pas fait. Je crois que j'étais pas prête. Je n'étais pas prête à le voir, à voir le livre avec moi, et ça me fait toujours très bizarre. C'est les enfants qui adorent m'emmener en disant, regarde, ouais, voilà, parce qu'ils ont 8 et 10 ans, donc forcément ça les amuse beaucoup. Moi j'ai encore du mal. Non, non, j'ai encore du mal à le voir, à me voir sur le. C'est quelque chose. Ça me gêne plus qu'autre chose en fait. Et quand vous Voilà. l'avez eu entre les mains, parce que c'est concret, quand on a écrit sur son ordinateur, parce que j'imagine que vous écrivez à l'ordinateur, vous n'êtes pas un manuscrit, quand on l'a entre les mains, qu'on a l'objet livre entre les mains, qu'on se réalise, on dit, ah, j'ai fait tout ce travail, ça fait quoi? Vous avez pensé à quoi? À qui? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez eu, quand votre éditeur vous l'a mis entre les mains? J'étais extrêmement émue, j'étais très très contente. C'était un peu comme un troisième enfant, avec en plus la particularité que mes deux enfants sont nés un 6 et que le livre qui devait sortir le 13, la sortie a été avancée au 6. Donc j'ai eu d'autant plus l'impression que c'était mon troisième enfant et j'étais extrêmement touchée et extrêmement émue parce que c'était la concrétisation ouais, d'un travail, d'un long travail et de se dire, ok, je l'ai fait. Mm. Ouais. C'est c'est vraiment. Moi, je vais le redire, moi, j'ai l'impression d'avoir assisté à la naissance d'un auteur. Et c'est pas tous les jours que ça nous arrive, nous, libraires, d'avoir des livres comme ça. Je vous le dis parce que vous êtes là et que je vous reçois. Moi, j'ai eu envie de vous recevoir parce que je voulais parler vraiment de cette écriture, de ce sujet-là, qui pourrait être facile, parce qu'on pourrait très bien dire, ben voilà, elle est avocate, elle a tous les dossiers, elle les a pris, elle nous a fait un livre. Non, non, c'est pas parce qu'on a la matière première ou le terreau ou le vivier qu'on est capable de retranscrire si bien comme vous l'avez fait cette atmosphère qui est pesante, parce qu'un tribunal, c'est pesant. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais une question aussi. On dit souvent l'arsenal juridique. Vous pensez que c'est un combat, la justice? On emploie des mots de guerre souvent. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Non, 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 l'arsenal juridique, effectivement. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure avec la question des guerriers, hein. Il y a un côté qui peut être lié effectivement euh, à des notions guerrières et de lutte, puisque d'ailleurs on dit on gagne, on perd un procès. Donc il y a quelque chose de ça. Euh, il peut y avoir aussi quelque chose de ça quand on dit la justice perd des gens sur la route. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent au combat, quoi, qui, qui n'arrivent pas à se dépêtrer d'affaires judiciaires. Mais en tout cas, moi, je ne le vis pas. Je ne le vis pas comme un combat parce que je trouve que l'objectif de la justice transcende tout ça. Euh, que la justice, c'est pour moi un des piliers de la société. Euh, Ah, j'ai un chien qui a décidé d'aboyer, pardon. Et voilà, la justice, j'ai le chat qui s'est allongé sur moi et le chien qui aboie. Non, tu n'as pas le droit. Voilà, la justice, elle transcende finalement tout ça. Et parce que aussi, la justice, justement, c'est l'inverse de la vengeance.
Mm. Et dans la logique guerrière du combat, il y a aussi la vengeance. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au contraire, la justice transcende. Euh, et donc, je dirais que ça peut, par certains aspects, être un combat, mais ça doit surtout pas être réduit à ça. Je vois que Frédéric de Guelt est là. Donc les questions arrivent, les autres questions. Les autres questions. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Tiffaine, bonsoir Bonsoir. Nathalie. Alors, en fait, c'est très bien que vous parliez de la justice parce que justement, Anne, c'est la première question. Et ça n'est pas sur le livre, c'est très curieux. Le fait qu'il y ait des auteurs comme ça qui arrivent avec un bagage qui est déjà un bagage professionnel induit des questions qui ne sont pas forcément le livre qui vient d'arriver, que souvent ceux qui nous regardent n'ont pas lu encore. Euh, Quand on va dans un métier comme le vôtre, on est, je dirais, attiré par quelque chose, si je comprends bien la question de Anne, attiré par quelque chose qui est la noblesse de la justice, le fait de rendre justice, d'accompagner des gens là-dedans. Qu'est-ce qui vous a déçu et qu'est-ce qui vous a surprise agréablement quand vous avez commencé à pratiquer ce métier? Alors, moi, je crois que je l'ai fait parce que j'ai toujours eu une espèce de révolte profonde contre l'injustice, l'inégalité. Donc, ça a été un moteur qui a fait que j'ai très vite su que j'avais envie de faire ce métier-là. Ce qui m'a déçue, peut-être, et ça répondra à ça, c'est que parfois, je trouvais que les décisions étaient légalement justes, mais humainement, elles m'interrogeaient. C'est-à-dire que ce qui était juridique, pour autant, humainement, on pouvait se... Voilà, je trouvais que parfois, je comprenais pas, ou en tout cas, je comprenais juridiquement les décisions, mais humainement, elles pouvaient me toucher ou me heurter pour un certain nombre de raisons. Et c'est peut-être ça qui a été, au départ, peut-être plus difficile dans la confrontation avec ce métier. Mhm. Et, après, ce qui m'a beaucoup plu, euh, c'est la dimension humaine du métier qui dépassait encore ce que je pensais dans la manière dont on peut s'investir et créer un lien auprès de personnes. Je crois à un moment, j'écris dans le livre parce que c'est quelque chose que j'ai profondément ressenti. Euh, elles attendent ensemble un verdict. C'est une peine qui sera partagée sans lettres. Et c'est cette dimension humaine du lien qu'on peut créer avec quelqu'un et de le voir évoluer, d'être à ses côtés. C'est beaucoup plus puissant encore que ce que j'imaginais. Est-ce que l'écriture d'un roman a été une réponse à justement euh, cette, euh, euh, cette soif humaine? Oui, je pense que c'était quelque part aussi quelque chose d'assez réparateur, c'est-à-dire de dire, voilà, pour toutes les fois où j'ai pu être heurtée, eh ben, j'écrirai la justice autrement à travers un roman qui me donne toute la liberté pour pouvoir le faire. Hmm. Vous saviez que vous alliez en écrire un deuxième quand vous avez écrit celui-là, ou c'était un essai dans lequel vous ne saviez pas du tout où vous y alliez? Ah non, là, je vous dis, quand j'ai écrit celui-là, je ne savais pas s'il sortirait un de ma tête, deux de mon ordinateur, donc j'avais pas du tout envisagé, j'ai pas du tout envisagé le deuxième. Ah, Euh, vous étiez vraiment en deçà de la publication alors. Ah non, j'étais très 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 loin, hein, vraiment, très très loin. Et je ne l'ai dit à personne d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai écrit, j'ai dit à personne, j'ai fait mon truc, et c'est quand j'ai terminé, ou par le biais d'une rencontre, euh, d'une personne que j'ai rencontrée pour absolument autre chose, pour les conseils d'administration, en qui j'ai eu extrêmement confiance, Catherine Farin. J'ai appris qu'elle était agent littéraire et qu'elle organisait des événements littéraires, et je lui ai dit, donne-moi ton avis sur ce que j'ai écrit parce que c'est ton domaine, dis-moi ce que tu penses. Et à partir de son retour, à elle qui était professionnelle, elle m'a dit, faut aller voir un éditeur, on va aller voir Manuel Carcassonne chez Stock, c'est ce que j'ai fait. Et quand Manuel Carcassonne m'a dit, on y va, j'ai dit, ok, laissez-moi juste le temps de prévenir tout le monde, tous mes proches. Ah, donc vous n'avez jamais fait lire à vos proches. Non. Non, non, Ah, non, non, parce que j'avais besoin c'est d'avancer. heureux. C'est heureux Voilà. parce que c'est quand même quelque chose que je conseille dans tous les ateliers d'écriture. Je dis arrêtez de faire lire à vos proches. Ils vous aiment. Ou alors ils veulent avoir des idées à votre place. Ou alors plein de choses qui n'ont rien à voir dans le bouquin. Donc voilà, ça confirme, ça se fait sans eux.
C'est bien Non, non, d'ailleurs. non, ouais, ouais, non, non, il fallait. Pour moi, j'avais besoin d'être le plus. C'est absolument seul. Par contre, en le faisant, du coup, j'ai pris énormément goût à l'écriture et ça m'a donné envie d'écrire. Encore une fois, ce que j'ai dit, mais pour écrire, mon moteur, c'est euh, mais de la même manière que j'avais au fond de moi cette lutte contre l'injustice qui m'a poussée à être avocat. Là, c'est le moteur pour moi de l'écriture, c'est des émotions humaines extrêmement fortes sur des sujets qui me touchent avec des expériences, des parcours de vie. Et c'est pour ça que je dis à la suite, ce sera un roman sur d'autres sujets qui me touchent. Voilà, je disais tout à l'heure, tels que Mm. par exemple la fin de vie ou la quête des origines. Ouais. Jules voudrait savoir qu'est-ce que vous avez comme rapport au livre? Est-ce que dans votre enfance, vous teniez un journal en rapport au livre et à l'écriture? Est-ce que le livre, c'est d'abord beaucoup la lecture? Est-ce que c'est Alors, quoi je votre me rapport au suis livre? mis assez, je dirais, j'ai toujours aimé lire, mais j'étais assez en dilettante. Et après, la difficulté avec mon métier, c'est que comme on lit énormément pendant la journée, des textes de loi, plein de choses, au départ, lire, c'était quelque chose euh, où j'avais le sentiment que c'était pas reposant parce que j'étais encore dans une démarche de compréhension, de recherche, etc. Et il m'a fallu un peu de temps à prendre plaisir à lire et à considérer que c'était très différent voilà, de mon travail. Et maintenant, je reste euh, sur des phases très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je n'arrive pas à lire, où j'ai toute une période où je ne peux pas lire, et il y a des phases à l'inverse de boulimie totale, où je vais acheter plein de livres et je vais en lire plein. Voilà, c'est selon des moments de vie où j'arrive à être totalement disponible à la lecture. Et Et vous dans la... lisez plutôt du mort ou plutôt des contemporains? Non, plutôt des contemporains. Ok. Mais justement, on va parler de J'aime beaucoup contemporains parce Karine que, Thuil et j'aime beaucoup, par exemple, Karine Thuil et Delphine de Vigan. J'aime beaucoup. bah voilà, justement, il y a une de nos fidèles qui dit, peut-on rapprocher votre ouvrage de celui de Karine Thuil qui a écrit La Décision en se mettant aussi à la place des accusés ou des victimes? Alors, je n'ai pas lu la décision. J'avais volontairement pas voulu le lire parce qu'on m'en avait beaucoup parlé et je voulais surtout pas que ça m'influence dans le travail d'écriture. J'en avais lu d'autres. J'avais lu Les choses humaines que j'avais beaucoup aimé de Karine Thuil. Et ce que j'aime beaucoup chez Karine Thuil ou Delphine de Vigan, on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, c'est cette entrée dans la psychologie des personnages. Et sur ce rapport, sur leur rapport à la vie, aux autres, et voilà ce chemin, euh, enfin sur la justesse, et je trouve la finesse dans la manière dont elles décrivent les choses. Je pense dans Les Loyautés, où il y a une histoire Hmm. justement de conflit de loyauté d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Je trouve ça extrêmement bien décrit. Ça m'avait vraiment marqué et plu. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de travailler de dire voilà comment ça se passe si on rentre dans la tête de quelqu'un qui est coupable ou pas, qui est victime, l'avocat ce qu'il peut penser selon qui il défend, etc. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, ouais, ça c'est des auteurs que j'aime beaucoup. Et dernièrement, j'avais beaucoup aimé aussi L'amour de Bégodeau, qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu d'une traite. Euh, Parce que je trouvais ça extrêmement fort d'être capable d'écrire et de tenir en haleine un lecteur sur le sujet ordinaire du couple et de l'amour. Donc ça m'a beaucoup plu. Ne pas être reconnu comme victime, pour vous, c'est une double peine? Ah oui, c'est la pire des choses qu'on puisse penser pour une victime. Et ça m'est arrivé comme avocate d'avoir un rôle très désagréable. Euh, C'est-à-dire que vous avez en face de vous une victime dont vous avez la certitude humainement qu'elle est victime, vous en avez la conviction. Mais vous savez que faute de preuves, parce que vous n'avez pas le matériel, on parlait tout à l'heure du combat de la justice, hein, que faute de preuves, parce que le corps ne parle pas, parce que les années sont passées, parce que c'est la parole de l'un contre l'autre, vous allez devoir expliquer à cette personne que vous la croyez, que peut-être que les juges la croiront, mais que faute de preuves, il y a des possibilités qu'il Quelle n'y ait perte. pas de condamnation et qu'elle En fait, dans perde. ces cas-là, vous refusez de la défendre? Et que ce soit la double peine. Alors, moi, je dis les choses, en tout cas, toujours, j'ai toujours dit les choses clairement, et je refuse d'emmener les gens dans un... Je veux pas que la justice soit un rouleau compresseur ou une machine à broyer. Et si je pense elle ne peut pas apporter une réponse
je trouve que c'est de mon devoir en tant que conseil de le dire. Mm. De tout faire pour essayer de défendre, de tout faire pour amener à la réalité judiciaire et à la réparation. Mais si j'estime qu'elle va briser quelqu'un, je préfère lui dire, soyez très au fait de votre décision. Si vous voulez qu'on y aille, on se battra, on le fera. Mais sachez que malheureusement, et ça c'est très très dur. Ce moment-là, il est extrêmement dur. Là, on parle de défendre des victimes, mais on peut aussi parler de défendre des gens qui sont coupables et qui sont des fameux salopards. Ça existe aussi. Vous savez qu'on fait le même métier avec les romanciers, c'est-à-dire qu'on doit être en amour avec nos personnages les plus tragiques et les plus méchants. Donc, il y a quelque chose du métier qui se rapproche là, euh, dans la façon dont on doit se glisser pour épouser le point de vue de quelqu'un. On n'en parle jamais, mais finalement, il y a des choses de certains métiers qui se rapprochent, tout comme, par exemple, quand on est romancier, on fait une enquête, comme un journaliste, Bien mais sûr. pas pour les mêmes raisons, en fait. Est-ce que vous avez dû faire un travail d'enquête en dehors de ce que vous saviez déjà pour écrire ce roman? Oui, et, ouais, ouais, et j'y tenais à pousser la documentation. Il y a un certain nombre d'éléments que j'évoque. Par exemple, sur les chiffres, sur les violences. Donc, j'ai été vraiment me documenter sur les chiffres de violences par an, etc., à quoi ça correspondait. Euh, sur les peines moyennes qui pouvaient être données, c'est combien, malheureusement, parce que c'est comme ça, hein, c'est combien en moyenne de dommages et intérêts, par exemple, sur effectivement sur un viol. Il y avait comme ça beaucoup de choses que j'ai eu envie d'aller chercher au fur et à mesure qui étaient pour moi importantes sur la psychologie. Je fais intervenir un moment à la cour d'assises un médecin expert en psychologie, donc j'ai été rechercher dans les termes de la psychologie et je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a un travail d'enquête et de construction qui est pour moi soit préalable, soit concomitant. C'est-à-dire que parfois je le fais en amont et parfois c'est en écrivant, une idée me vient, je dis tiens, j'ai envie de creuser là-dessus, je cherche à ce moment-là. Mais pour moi, c'était important pour que ça ait un intérêt, parce que moi, je sais que j'aime bien quand je lis aussi découvrir et apprendre et quelque chose qui est juste et documenté. Vous vous souvenez du premier livre qui vous a complètement bouleversé? Premier roman? Le rouge et le noir. Scandale, ouais. Mm. J'ai beaucoup Pas à aimé. titre innocent, hein? Non, non. Non, non, mais parce que je le disais tout à l'heure à Nathalie, ce qui me plaisait aussi dans ce livre, c'est la question des rencontres. Celles qui construisent, celles qui déconstruisent. Qu'est-ce qui les dicte? Comment les personnages interagissent? Et, euh, et, euh, et tout ce qui est aussi assez passionné, un peu dans la littérature, un peu passionné, un peu romantique, c'est des choses qui m'emportent dans l'écriture. Mm. Oui, vous avez parlé aussi de tout ce qui fait tout d'un coup basculer les choses au début de la rencontre. Euh, comment vous vous souvenez de vos personnages? Comme de personnes ou comme de personnages qui n'ont pas existé, ou c'est devenu pour vous des personnes? Ah non, je crois qu'ils font. Je crois que maintenant, effectivement, c'est vrai. Vous me dites, on m'a jamais demandé, mais je pense que maintenant, ils font partie de ma vie. Ouais, ouais. Ouais. Et ça a été dur de les laisser partir d'ailleurs. Mais comme c'est dur de laisser partir un enfant, de laisser, voilà, c'était. Et par contre, on m'a demandé, ça fait plusieurs fois qu'on me demande si j'écris la suite de leur histoire, parce qu'il y aurait encore des choses à dire. Et ça, j'ai beaucoup plus de mal. Je crois que maintenant, ça me plaît beaucoup l'idée que les gens les soient appropriés, se les approprient, et qu'ils écrivent la suite qu'ils ont envie de leur donner, qu'ils ont envie qu'ils vivent, je crois. Oui, ce que Marguerite Duras appelait la part du lecteur. Bien, on va laisser la part de la libraire qui va sûrement vous demander un conseil lecture. Avant, je voudrais rendre hommage au premier libraire de France qui nous a quittés hier, à Bernard Pivot, en vous posant cette question qu'il posait souvent à ses invités. Quel est le mot, votre mot préféré de la langue française, Tiffany Hier? Waouh. C'est très dur. Je crois que j'aime bien le mot idéalisme. Je dirais ça, peut-être.
Alors maintenant, plus léger, est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture? Alors, dernièrement, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé Nos rendez-vous manqués d'Eliette Abécassi. Voilà. Bon, parfait. Bon, moi, mon coup de cœur, vous l'aurez compris, du soir, c'est Assise. Donc, il est dans toutes les librairies depuis un petit moment. Vous ne le raterez pas. Voilà, le titre interpelle. Vraiment, allez-y, soyez curieux, n'ayez pas peur. Vous allez passer un très bon moment, même si c'est un peu sombre. Il est nécessaire, ce livre. Vous allez comprendre plein de choses. Allez-y. Tiffaine, avant de vous laisser le mot de la fin, nous, on se retrouvera avec votre consoeur Evelyne Bloch-Dano, qui a sorti un livre chez Stock aussi, qui s'appelle Violette et Stella, et ça sera jeudi prochain à 19h. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Tiffaine. Eh ben, un grand merci pour cette rencontre et j'espère en tout cas que les lecteurs prendront autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire et de dire peut-être que derrière l'obscurité qu'on peut envisager d'un tribunal, il y a toujours la lumière et que elle est celle que captent les personnages et celle que les gens au quotidien en font et que la justice, ça peut être le point de départ pour un nouveau départ. Parfait, très belle conclusion. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Moi, je vous attends pour le prochain roman. Vous voyez, je vous mets un peu la pression, mais vraiment, quand on a des pépites comme ça, il ne faut pas arrêter l'écriture. Allez-y, allez-y, lisez-la, retenez bien son nom. Et puis, Frédéric, à bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.